long. Bonjour tout le monde. Nous sommes le 15 mai 2023 et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monica Garriga, qui vient tout juste d'arriver à Barcelone le 11 mai, qui est de passage au Québec et aujourd'hui du côté de l'Ontario pour apprendre davantage sur des initiatives citoyennes au Québec, Canada, mais aussi pour pouvoir présenter des outils, des approches qui viennent de la ville de Barcelone, qui viennent de la Catalogne, qui est des outils qu'elle va vous présenter aujourd'hui, une approche basée sur les communs, donc un concept qui va être un peu décrypté pour les gens qui ne sont pas très familiers avec cette idée. Ça va être une présentation. La durée de cet événement va durer environ 1h15, voire 1h30 s'il y a beaucoup de discussions. Donc, on va avoir une conférence qui va être enregistrée. Il y a des gens sur place avec nous, il y a des gens en ligne et je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse se présenter un peu plus également. Donc, moi, je suis là pour animer, pour prendre différentes questions. Si vous avez des points de clarification, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Vous pouvez lever la main également, puis on va avoir une bonne séance par la suite pour discuter ensemble. Donc, merci beaucoup d'être là, Monica, aujourd'hui avec nous de l'organisation FemPro Commons. Donc, je lui laisse la parole. Peut-être on peut ouvrir le micro ici, puis moi, je vais fermer mon micro, puis je vous laisse discuter. Oui, je vais aller voir tout de suite pour l'ouverture du micro. Ça ne sera pas très long, donc on va commencer sous. Je l'ai trouvé. Unmute my audio. Bon, merci de m'inviter et de donner cet espace pour pouvoir expliquer qu'est-ce que nous faisons à Barcelone, en Catalogne. Je suis Monica Garriga et je fais partie d'un coopératif qui s'appelle FemPro Commons. FemPro Commons, c'est catalan. C'est un mot catalan qui veut dire en français « nous faisons des communs ». Vous allez voir pourquoi nous appelons comme ça. Nous disons que nous voulons être, nous sommes un outil social stratégique de coopération et de communs soutenables. On a été créé à Barcelone, en Catalogne, en 2017. Et notre objectif, c'était renforcer des projets de communs qui existaient déjà et aider à vivre, à être possible des projets de communs qui voulaient exister. Des communs et aussi des projets qui donnent l'importance aux connaissances libres, à l'open source. Et on utilise aussi des méthodologies de communication organique et distribuée. FemPro Commons est basé sur les principes d'autogestion communautaire, de féminisme, écologisme, et de partage de connaissances et de réplicabilité. Et nous sommes une coopérative qui ici s'appelle coopérative solidaire, je pense. Là, nous parlons de coopérative intégrale parce qu'on a des membres travailleurs, contributeurs et utilisateurs. Je vais expliquer un peu mieux, c'est un peu plus simple. Les projets que nous faisons dans la coopérative sont tous des projets, sont des pilotes, des exercices. Ce sont des projets que nous faisons, que nous voulons qu'ils soient soutenables économiquement et soutenables humainement, soutenables dans le temps. Et chacun d'eux a une raison différente d'être. Il y a Teixidora, ça en français, ça veut dire la tisserande. La tisserande, c'est né avant que la coopérative. On a porté ces projets à la coopérative et c'est un Semantic Media Wiki pour partager des documentations, pour documenter des événements et à travers la documentation d'événements, fait une cartographie de ce qui existe, notre
alentour. Ce qui existe dans notre intérêt, dans les communs, dans l'innovation sociale, dans la technologie ouverte, dans le logiciel libre, et pour identifier des organisations, des personnes, des thématiques, et aussi pour garder la documentation bien structurée. Après, il y a XOIC, que en catalan c'est la xarxa oberta d'Internet de les coses. C'est un network, un réseau d'antennes et de senseurs et actuateurs. C'est un réseau de technologie pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui l'Internet des objets. Ce n'est pas de l'Internet, c'est un réseau technologique qui marche. Ce qu'on est en train de développer, ça marche à travers les zones de radio. C'est des zones on dit des zones, non? Oui, des zones de longue wave. Oui. Et on fait, nous, avec des autres techniciens et organisations, on fait le déploiement des antennes, les configurations, et après on fait des ateliers pour expliquer la valeur sociale de ces technologies. Après, un autre projet qu'on fait est ComSoc. C'est un projet de communication sociale à travers la radio, à travers la technologie de la radio et à travers le podcast. L'objectif, c'est d'autonomiser, d'empower les gens, les jeunes et les gens plus âgés à travers la communication pour être protagonistes de notre même histoire. Après, bon, ça, c'est un projet qui vient d'arriver à Femple Commons. Il existait déjà. Et l'exercice qu'on fait avec ces projets, c'est de voir comment on peut incorporer un projet qui existe déjà à une organisation comme Femple Commons qui est horizontale. Aussi, ComSoc a un réseau de radios communautaires scolaires et promouvoir ce réseau. Et on veut utiliser la coopérative pour être un outil pour ce réseau des radios scolaires, un réseau. Après, il y a Transitant. Transitant, c'est dans Femple Commons et le groupe de travail qui fait de la philosophie. J'ai dit avant quand on parlait qu'on ne fait pas de la théorie, on fait un peu de la théorie. Et on développe la narrative, le récit de qu'est-ce que nous faisons et on accompagne des autres projets pour se penser comme des communs. La séance qu'on fait aujourd'hui ici rentrera dans Transitant. Et après, l'autre projet, le dernier projet qu'on a est Commons Cloud. En catalan, Som Núvol. C'est Nous sommes un nuage. C'est le nom. Nous sommes nuages. Et c'est parce qu'on a créé ce projet pour se doter, nous, des outils pour travailler online avec des logiciels libres. C'était un besoin que nous allions. Et nous avons cherché la façon de nous donner une réponse à notre besoin à travers le déploiement de ces outils. Et nous avons partagé ces outils avec des autres personnes et organisations qui ont besoin de l'utiliser aussi. Après, oui. Comment nous organisons? Nous sommes 4 partenaires de travail, 4 travailleurs, 4 membres travailleurs, et il y a 3 travailleurs qui ne sont pas membres de la coopérative encore. Ça peut être qu'ils vont devenir des travailleurs. Nous faisons tous ces projets dont je viens de parler parce que nous ne sommes pas nous seuls.
nous travaillons avec des autres organisations presque dans chacun des projets. Donc, il y a beaucoup de gens qui participent direct ou indirectement à Femple Commons. Comme j'ai dit, on est une coopérative intégrale, on a 4 partenaires de travail et 3 travailleurs, et on a, disons, 10 partenaires de collaboration qui peut-être que soient intéressés à participer dans un des projets, peut-être que ce soit un technicien qui comprend bien la technologie d'Internet des objets. Chacun a son propre intérêt. Et après, on a, c'est pas ici, mais on a environ 130 membres usagers. Les membres usagers qu'on a, les membres usagers qu'on a sont usagers de Commons Cloud, des outils. Et ces 130 membres, il y en a 70 qui sont des individus. Il y en a environ 50 qui sont des organisations. Ils ont ses propres travailleurs qui utilisent les outils. Et finalement, on a environ plus de 1000 usagers des outils. Oui. Alors, on fait une assemblée générale tous les années pour prendre les décisions et pour valider les décisions qu'on a été en train de prendre au long de l'année. Les décisions qui se prennent au long de l'année se discutent normalement dans un agora ou dans des différents milieux. On prend les décisions pendant l'année sur ce qu'on appelle l'assemblée des troncs. Tronc, c'est la base, oui, comme le tronc de l'arbre. Et après, on valide ces décisions dans l'assemblée. Et chacun de ces projets que je viens de présenter, Choik pour l'Internet des outils, l'Internet des objets, Transitant pour la philosophie, Teixidora pour la documentation, Comsoc pour la communication et Commons Cloud des outils online. Chacun d'eux est un projet autonome économiquement. Chacun d'eux a ses comptabilités autonomes, mais nous sommes solidaires entre nous. On les appelle GAC, c'est groupes d'activités coopérativisées, c'est groupes d'activités coopérativisées. On coopérative les activités. Bon. Je ne sais pas s'il y a des questions pour le moment. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main qui est online ou... C'est vous êtes quand même solidaire. Comment ça se... la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'on est solidaire? Ça veut dire que s'il y a un projet qui n'a pas suffisamment de ressources dans un moment donné, les autres projets, dans la mesure de ce que c'est possible, essayent d'aider à l'existence de le premier projet. Oui. Alors, nous parlons des comment et peut-être qu'il faut voir qu'est-ce que nous disons parce qu'il y a beaucoup de théories et quand nous parlons de comment, de quoi nous parlons. Ça, c'est la façon qu'on a trouvé d'expliquer qu'est-ce que c'est le comment, mais ce n'est pas une façon fermée et absolument décidée. Il y a des visions qu'on on est en train d'apprendre et on évolue constamment. Donc, une façon d'expliquer qu'est-ce que c'est les comment, c'est celui-là, comment les gens nous aident, comment les communautés faisons face aux défis de façon organisée, collectivement, parfois spontanée, comme cette image-là. Il y a l'aide mutuelle parce qu'il y a un moment de besoin de nous aider parce qu'il semble qu'il y a un feu. Et les gens s'autogèrent de façon spontanée. Les gens s'organisent, fait un fil et se passe l'eau.
À notre façon d'expliquer qu'est-ce que c'est les communs, c'est la cuisine. Ça passe chez chacun de nous. La cuisine, c'est l'espace où il y a des décisions, des accords sur qui fait quoi, entre générations, entre genres, entre personnes à la fin. Et c'est aussi où on prend des décisions, on fait des règles qui fait quoi, et on prend des décisions qui sont très importantes. C'est les décisions sur notre santé, sur notre désir, ce sont des décisions politiques, si on achète au supermarché ou on achète aux paysans. Et bon, ça c'est des idées des communs, non? Ça commence chez nous. Une autre façon de parler des communs, c'est regarder à l'économie. Quel est le concept d'économie pour chacun de nous? L'économie peut être vue comme une façon de répondre à notre besoin. Et comment on fait ça? Les besoins de se nourrir, s'habiller, avoir une habitation, acculturer, prendre la culture, lire, etc. On peut faire ça dans le marché. On le fait dans le marché. On peut choisir si c'est le marché social ou si c'est le marché capitaliste. Et c'est un endroit où il y a normalement un échangement des biens et des services. On le peut faire dans le service public. On peut aller à l'université publique, on peut aller au docteur, à l'hôpital, ce qu'on a besoin. Et on paye des taxes, on s'organise à travers l'État pour se doter de ces réponses à des besoins. Une autre façon de donner des réponses à notre besoin, c'est à travers de l'auto-organisation, à travers le partage, pas de l'échange, pas que quelqu'un nous donne les solutions, c'est nous qui nous organisons pour trouver ces réponses d'une façon collective. On partage les biens, les services, les espaces. Ça, une personne qui a étudié ces idées-là, c'est Elinor Ostrom, qui a reçu le prix Nobel d'économie en 2009 pour toute la recherche qu'elle a fait au long des années 90 et après, et avant, mais par là, sur les communs, sur des centaines de cas traditionnels qui sont soutenus au long des années par tout le monde. Des exemples ici qu'on peut parler, c'est la gestion des pêches aux Philippines, les pastures en Suisse, les systèmes d'irrigation en balance en Espagne, qui existent encore aujourd'hui, après des siècles. Et elle a vu que dans tous ces projets-là, il y avait des individus d'un groupe qui s'impliquent à la définition de la gouvernance, s'impliquent à la définition des règles de leur interaction autour d'une ressource qui est une ressource commune et qu'ils partagent. Elle a parlé de la distinction entre le marché, l'État et les communs que je viens d'expliquer. Et là, il y a le livre Al comú català de David Algarra, qui est une personne qui faisait de la technologie. Il était un développeur, je pense, et il a arrêté son travail pour faire une recherche sur les communs historiques à Catalogne. Et il a trouvé les nuances, c'est super intéressant et je pense que ça serait intéressant de trouver sur tout le monde, non? Il y a beaucoup de recherches partout, mais celui-là, c'est qui concerne notre territoire et c'est pour ça que c'est là. Ici, on explique un peu la même chose que je viens d'expliquer. Il y a dans un commun que c'est un troisième paradigme socio-économique aux côtés de l'État et le marché. Le commun, c'est une communauté
qui prend soin d'une ressource, élabore et accepte les règles pour prendre soin de ces ressources et se gouverne avec ces règles. Une autre façon d'expliquer la même chose, c'est avec un exemple. En Catalogne, il y a un endroit que c'est le Stany de Banyoles. Là, dans ce lac, il y a de l'eau. Cette eau, quand il n'y avait personne, là, c'était une ressource naturelle, point. Rien de plus. Mais après, quand les gens sont arrivés et ont commencé à utiliser ces eaux, ils se sont dotés des règlements. C'est un document de Concordia sur les eaux de l'Estany de Banyoles qui a été écrit en 1695. Ça, c'est le XVIIe siècle. Et ces documents existent encore aujourd'hui. C'est les gens de Banyoles qui ont en ressource l'eau, qui l'utilisent pour la pêche, pour le transport, pour nettoyer, pour les champs, etc., qui veut garder cette ressource et se donne des règles pour se gouverner. Dans le contexte historique, ça c'est un contexte historique du point de vue de l'Europe, bien sûr, mais c'est intéressant partout, voir dans quel contexte historique on est en train de parler. Nous disons que les communs viennent d'un passé lointain, mais aussi c'est dans les passés récents et ils sont aussi dans le présent. Dans le XVIIIe siècle, s'est donné l'éradication, la marginalisation des communs. Les champs qui étaient utilisés pour les personnes pour se nourrir ont été fermés. C'est les enclosures. Ça s'est passé partout. En Espagne, il y a eu le processus de la désamortisation, que c'est exactement ça, prendre la terre des communs et la donner au privé, la privatiser. Dans ces temps-là, les gens qui ne pouvaient pas se nourrir au champ ont parti en ville et là, se sont prolétarisés. C'est l'évolution de l'industrialisation. À travers ça c'est une simplification, mais à travers le 19e siècle, les gens se sont organisés pour donner des réponses à la situation qui avait été créée pendant le 18e siècle. Et ça fait à travers l'entraide, la mutualisation des ressources, les associations ouvrières, les coopérativisme est né à travers le 19e siècle. On a créé les boîtes de résistance pour pouvoir s'aider à faire la lutte pour les droits. Alors, si on fait un saut dans le temps et on vient aujourd'hui, on est on n'est pas dans le dernier tiers du XXe siècle. Il y a eu le déploiement d'Internet. C'est comme les communs de la Terre. C'est un espace où on peut partager, c'est un espace commun où beaucoup d'activités communes sortent. Il y a, à travers l'Internet, on peut travailler à travers la connaissance libre, la production P2P entre pairs. Et dans le XXe siècle, au début du XXe siècle, il y a une crise. Ils sortent les capitalismes de plateformes extractivistes qui donnent de nouveau une situation de crise pour les communs. Normalement, on voit que les communs sortent dans des moments de lutte quand on a été déposé de ces espaces de partage. Je vais expliquer ça un peu plus. Ça, c'est
à la fin du XXe siècle, le déploiement de l'Internet, ça donne lieu à des projets qu'on connaît tous, Wikipédia, Arduino, OpenStreetMaps, le Couchsurfing pour échanger des sofas de couch, etc. BlaBlaCar. Ce sont des pratiques normales que les gens faisons dans la vie et que l'Internet nous facilite de porter à une échelle plus grande. Ça, c'est un diapositive pour expliquer l'importance de les connaissances libres, des logiciels libres dans ces processus-là. Et ça a été étudié par Yochai Benkler. Benkler a fait, à différence de Ostrom, dit qu'il y a une modification en l'équilibre entre les pouvoirs de marché, État et société civile grâce à l'Internet. Il voit l'Internet donne lieu à la production entre pairs basée sur les communs et ça fait qu'il y ait une modification en l'équilibre de ces pouvoirs. Et aussi, dans les études d'Ostrom, elle a vu des communs qui ont une communauté très spécifique, la communauté des vallées de Suisse, la communauté d'irrigation de Valence, ce n'est pas des communautés ouvertes, c'est des communautés très spécifiques. Dans les communs numériques, c'est différent. Ce que Benkler voit, c'est que la communauté, ce n'est pas totalement carré, c'est ouvert et change. Le sujet de la gouvernance n'est pas stable. Ces évolutions de l'Internet, cette possibilité de travailler en commun est de nouveau prise pour les économies de plateformes extractivistes. Il y a des initiatives, des marchés qui cooptent, prennent ces pratiques de partage et prennent le valeur générée pour les communautés. C'est des projets qui normalement ne sont pas soutenables du tout. Airbnb, Amazon, Uber ne se soutiennent pas pour ce qu'ils font, ils se soutiennent pour des autres voies. Ils érodent les droits sociaux de tous. Il fait que le commerce local disparaît. Il utilise les données, notre vie, et commercialise avec les données ou ne commercialise pas, mais font créer l'idée qu'ils vont commercialiser et il fait une boule, etc. Et surtout, il contrôle le discours et il influence les façons de penser de nous, des personnes. Donc, face à ça, c'est, on est dans une situation similaire à celle qu'on était au 19e siècle, quand on avait été mis à côté de notre ressource. Donc là, il y a plusieurs possibilités de solutions. Voilà. Ça ici, ces diapositives n'allaient pas là, c'est ici dans celui-ci aussi. C'est le coopérativisme de plateforme. C'est une des possibilités, une des solutions qui a été proposée pour Trevor Scholz et des autres académiques. Ce sont des académiques, ils ne sont pas en train de le faire, ils sont en train de le dire. Il dit qu'il faut utiliser les technologies de Airbnb, de ces projets-là, et s'organiser de la façon coopérativiste.
il dit qu'il faut changer, utiliser la même conception que vient du capitalisme et la changer et l'utiliser pour enfortir le coopérativisme. Une autre proposition, c'est celle du coopérativisme ouvert. Et c'est ça que nous avons essayé, nous sommes en train d'essayer de faire. C'est difficile, mais on essaye. Il y a une mission orientée vers les communs, les biens communs, social et environnemental. Ça doit être reconnu dans les statuts de chaque projet de la coopérative. C'est des coopératives qui regroupent tous les acteurs impliqués, sont des coopératives intégrales ou solidaires. Il y a tous les acteurs, celles qui travaillent, celles qui fait les usagères, celles qui veulent que le projet existe. Et elles sont des initiatives inclusives. Et ce qu'on produit, c'est ouvert. On partage ce qu'on produit, on en commune et partage. On travaille horizontalement entre personnes qui sont dans les mêmes positions, entre pairs, et entre réseaux coopératifs qui peut être socialement articulés à échelle mondiale. Ce sont des réseaux, sont d'actions locales, mais ils peuvent être échelés. À côté de ça, il y a les autres types de projets, des projets des communs qui existent déjà. Et on a fait une classification là que ce n'est pas une classification académique. Ce n'est pas fermé, ça n'accueille pas tous les projets communs qu'il existe, mais c'est une façon de structurer les idées. Il y a des communs dans des espaces, comme ici, un peu, des pastures, des usines récupérées qui sont maintenant gérées collaborativement pour les usagers, les citoyennes qui ont commencé à utiliser ces usines qui avaient été abandonnées. Il y a des communs qui sont des infrastructures, comme le cas de l'irrigation de Valence ou des autres endroits. L'énergie, il y a ici, je ne l'ai pas vu beaucoup, mais il y a des projets qui sont de communautés énergétiques locales où les personnes partagent l'énergie que produisent avec le réseau et entre eux. Il y a des projets de community network comme Gifinet, on se donne de l'Internet entre des communautés, ou celle que je viens de parler sur l'Internet des choses. Ça, c'est un réseau. Celle de l'Internet des choses que je parlais, c'est The Things Network. C'est un réseau qui a commencé en Amsterdam et qui a grandi. Et maintenant, c'est dans tout le monde. Et le travail de Temples Communs à travers ces projets-là, c'est d'aider à enforcer le réseau en Catalogne. Il y a des autres projets sur des outils et des choses, des cargos vélos partagés pour des communautés, les bibliothèques des choses, les voitures partagées. Ici, il y a le cas de Sommobilitat de Catalogne. Il y a des biens immatériels qui sont des communs. Les fêtes populaires, la culture populaire sont des ressources qui nous aident à vivre et on s'organise pour les garder, pour le transmettre entre générations. Il y a le logiciel libre, c'est des biens immatériels des communs, peuvent l'être, peuvent ne l'être pas, mais ils peuvent l'être. Les livres, ici c'est un livre avec une licence ouverte, livre et share alike commercial, si tu veux, ouverte. Il y a le réseau relationnel
comme ici, il y a le cas des brodeuses. Je pense que ça s'est passé partout, mais là, c'est le cas des femmes à Barcelone, qui sont surtout des migrés, qui étaient déjà en train de s'organiser pour cuisiner, pour broder. Et quand la pandémie est arrivée, elles se sont organisées pour pouvoir faire des masques quand il n'y avait pas de masques suffisants. Et après cette situation, elles ont continué à faire un projet pour mancommuner les résultats de son travail. Il y a des syndicats de locataires entre ceux qui ont besoin d'un endroit où vivre. Il y a des réseaux alimentaires pour partager l'alimentation, la nourriture. Pour partager la façon de donner une solution aux besoins de nourriture. On a vu tout ça et de Femmes Communs, on a commencé à penser qu'est-ce que c'est qu'il y a en commun dans tous ces types de projets qui le fait soutenable dans le temps. On a commencé surtout en analysant des projets numériques comme Wikipédia, Arduino, etc., pour voir, pour les comprendre comment ils fonctionnaient. Et à travers de ça, on a fini pour développer un modèle pour pour accompagner des projets qui existaient déjà, étaient des projets de l'économie sociale, par exemple, et voulaient être plus communautaires, plus des communs, pour aider des projets nouveaux qui voulaient se créer et voulaient se penser, ou pour accompagner toutes sortes de projets. On a développé ça à travers différentes situations, mais l'un qui a été très important pour nous, c'est un programme de la mairie de Barcelone qui s'appelait la Comunificadora. Ça a été un programme qui s'est passé dans 5 occasions, pendant 5 ans. Et pendant ces 5 ans, on a accompagné environ 80 projets et on a eu la participation de centaines de personnes qui étaient intéressées à apprendre sur les communs et à penser de notre façon. Là, il y a une classification pour secteur, alimentation, nourriture, les banques communautaires, les banques de temps, des projets plus coopératifs, des projets plus centrés sur les soins, des projets d'échange des choses, des temps, etc. Projets de mobilité, de logement, de technologie. Et sur ces 5 années-là, il y a, ça c'est Femmes Communs a participé dans ce programme, mais pas seulement Femmes Communs, il y a eu des autres projets de Catalogne qui travaillent pour accompagner et enfortir des projets qui ont aussi participé. Et on a développé cette philosophie, cette connaissance ensemble. Oui. Après, à part du programme de la Comunificadora, on a fait un travail sur coopérativisme de plateforme, on a fait des cours et des ateliers. L'année passée, on a travaillé par toute Catalogne, on est allé à différents endroits pour ne pas être en Catalogne, pas tout se passe en Barcelone, il y a des autres endroits. Et on est allé voir qu'est-ce qu'on était en train de faire à des autres endroits. Et on a travaillé aussi sur des secteurs. En utilisant le modèle qu'on a développé, que je vais vous raconter, on a travaillé à l'habitation, des projets d'habitation de tout type, des soins, de l'eau, du territoire, la lutte pour la défense du territoire en le regardant comme un commun. Pas le territoire seulement, mais les luttes sont en commun, qui changent
la façon d'être des communautés. On a parlé de bénévolat, et on a parlé des méthodologies de raccompagnement, etc. Là, c'est une explication de que le modèle de soutenabilité qu'on a développé, c'est un modèle d'analyse et de construction de projets et va accompagner des textes, d'un manuel qu'on a écrit pour expliquer chaque partie du modèle et pour que les projets puissent travailler les parties dont ils ont besoin de améliorer. Aussi, on a créé un jeu, on l'appelle le jeu de l'économie des communs. C'est un jeu coopératif, of course, qui suit un peu la même méthodologie que le modèle. Et on a joué ça avec des jeunes, avec des gens plus âgés, dans des universités. On fait des cours dans diverses universités en Catalogne et tous les années, on joue à ces jeux-là. Et c'est une façon d'apprendre ce que je viens de raconter, mais en le faisant. Pas avec le besoin d'entendre quelqu'un expliquer pendant 40 minutes. Bon, ça, c'est le jeu. Tu prends un projet, une encyclopédie, une buanderie, un atelier de réparation de choses, et ça va au milieu. C'est quoi? C'est quoi? De quoi on parle, non? Il y a différentes équipes. Moi, j'ai un tableau, chacun de nous a un tableau, et chacun a un projet pour soigner, pour faire soutenable. Et après, il faut chercher dans les cartes une carte pour trouver les ressources que tu dois mobiliser pour faire le projet soutenable, pour trouver comment on va coproduire, pour trouver comment partager les connaissances et pour trouver comment on va se co-gouverner. Et une fois tous les projets ont tous les cartes, le jeu finit. Si un des projets finit avant, tout le monde perd. Parce qu'une communauté ne peut pas fonctionner avec un projet. Il faut que tous les projets fonctionnent et qu'ils soient solidaires entre eux. Après, ça, c'est le modèle. Je l'explique un peu? Oui? Je vois rien là. Voilà. Comment on peut faire ça? Si, mais comment on fait? Alors, si je sors d'ici et je partage ça. Qu'est-ce que vous voyez? Là, on voit les présentations PowerPoint, pas là ici, mais sur l'écran, sinon. Je sais qu'est-ce que vous voyez. Là, on voit bien le partage d'écran. On peut ici, en ligne. Oui. Mais on ne voit plus ici, mais c'est on peut. On ne le voit pas ici. Attends. Mais là, attends. Là, oui, on peut glisser là. Si, mais après, je ne peux pas changer les autres. Quand le zoom, peut-être après dans la bonne page, puis les autres, si vous voulez regarder sur le Ok. Peut-être que je puisse. C'est super difficile pour moi de faire ça, mais bon. Il y a ce que je ne vois pas. Comme profession.
Vous voyez bien? Ouais. Là? OK. OK. Au centre, il y a la communauté, comme je disais, le projet ou la communauté. Le jeu, c'est un peu pour expliquer ce modèle, mais ce n'est pas exactement la même chose. Dans le modèle, au centre, tu travailles la communauté, identifie qui est ton communauté. Souvent, quand on commence un projet, on pense à une communauté imaginaire et on n'a pas fait le travail de concréter qui est la communauté. On dit la communauté va être les gens de Montréal. Mais les gens de Montréal, c'est très divers. Tu dois penser si c'est les jeunes, si c'est les jeunes d'entre 15 et 20 ans, si c'est les jeunes qui travaillent aujourd'hui. Et si tu cherches les statistiques, tu peux arriver à connaître quel numéro de personnes sont ça à peu près. Et alors, tu peux penser quel pourcentage de personnes tu dois arriver sont une communauté possible, etc. Il faut voir si les défis et les besoins de la communauté que tu imagines ou avec qui tu es en train de travailler sont vraiment les défis et besoins que tu imagines qu'ils ont. Tu peux faire des enquêtes, etc. Donc, on travaille sur ça. Aussi, on a vu avant, il y a des communautés relationnelles, il y a des communautés d'habitation, il y a des communautés très différentes. On pense à ça. Après, on va voir, là, comme tu fais ça, on travaille les ressources à mobiliser. L'ordre, on parle de 5 piliers. Au milieu, il y a un pilier et après, il y a 4 piliers plus. Et l'ordre n'est pas important. On peut commencer pour le pilier qu'on veut. Dans ce cas-là, on commence pour les ressources qu'il faut mobiliser. Et on pense à les ressources qu'il faut mobiliser ou les ressources qu'on a mobilisées déjà. Ça dépend, chacun indépendant dans quel moment de projet on est. Par exemple, pour un projet, peut-être qu'on a besoin d'un bâtiment, ou on a besoin des tables, ou on a besoin des chaises. Il faut penser d'où est-ce que ces ressources viennent. Normalement, quand tu commences à analyser un projet, tout le monde parle d'argent. On a besoin d'argent. Mais peut-être que les tables ou les chaises viennent de quelque part de la communauté. Ils sont déjà disponibles. Et on peut le partager, on peut le mancommuner. Comme ça, on pense à chaque type de matériel dont on a besoin, soit des matériels physiques, de design, de software, etc. Et on pense où est-ce qu'on va le trouver. Si on va le trouver dans le marché, si on va le trouver dans le marché capitaliste ou dans le marché social, si c'est possible, si ça peut venir de l'administration publique, s'il va être une session, si un bâtiment peut être un bâtiment qui est en session pour l'administration publique, etc. Et aussi, s'il manque des ressources économiques, aussi, on peut le penser ici, on le pense dans ce moment-là. Après, on va à l'autre côté du modèle. On va à la coproduction. On a vu ce dont on a besoin et maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire et qui va le faire. C'est le travail. Dans les ressources à mobiliser, il n'y a pas de travail parce que les personnes ne sont pas des ressources. Les personnes participent à la production. Alors, on va voir, première, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les tâches, que parfois c'est difficile de définir, quelles sont les tâches qu'on fait dans chaque projet et qui le fait.
qui les fait, les personnes concrètes, spécifiques qui les fait. C'est pas une équipe. Non, non, il faut, parfois, on travaille avec des noms, des personnes qui existent déjà, et s'ils n'existent pas déjà, il faut les dessiner. Ces personnes, quel type de relation de production ils vont avoir avec le projet. Si ils vont être personnes à travail salarié, sinon, c'est intercoopération comme nous faisons. Nous faisons beaucoup de travail en intercoopération avec des autres organisations. Et comment, si ça va être du travail bénévolat, payé ou non, et comment on va le faire. On va faire un jour, on va cueillir les tomates et on va les travailler, un jour toute la communauté ensemble, ou si c'est chaque jour, tout le monde travaille 8 heures, etc. On décide comment on travaille. Après, on peut aller à nous, et voir comment on partage. C'est le pilier de partager. Et on partage des connaissances. Pour partager des connaissances, il faut bien documenter. Et le partager de la connaissance peut être pour des raisons différentes. Tu partages la connaissance si tu veux faire un projet en commun, c'est l'objectif de ça. Tu partages la connaissance parce que quelqu'un d'autre puisse reproduire ton projet ailleurs. Ou aussi, tu partages la connaissance pour que quelqu'un d'autre puisse s'incorporer à ton projet. Si je veux que les gens viennent à m'aider et je ne raconte pas comment ils peuvent m'aider, c'est difficile qu'ils vont m'aider. Et après, là, on travaille. Qu'est-ce que c'est qu'on partage? Si on partage des contenus, des dessins, des software, des hardware, on peut partager des bonnes pratiques et comment on les partage. Si on les partage avec une licence ouverte, quel type de licence? Il va falloir que la licence soit commerciale aussi si on veut que tout le monde puisse l'utiliser. Si tu dis non commercial, c'est pas tout le monde. Et aussi, ça apporte souvent à des insécurités juridiques de si je peux utiliser ça ou je ne peux pas, etc. Et aussi, il y a beaucoup de façons de partager des connaissances. On peut partager la connaissance en faisant des conférences, en faisant des ateliers, en faisant des dessins, etc. On doit penser à comment on le fait. Ou par exemple, à travers de mentors qui vont participer à l'autre projet pendant des temps. Seulement si on fait bien le partage de connaissances, la co-gouvernance va être possible. Si je ne sais pas qu'est-ce qu'il se passe dans l'organisation, je ne peux pas décider. Et aussi, la gouvernance n'est pas seulement décider. La gouvernance est aussi être informé, être consulté. Et parfois, il ne faut pas que je décide, mais on peut me demander mon opinion. Et peut-être que la décision de tous va être différente. Et on travaille ça. Qui dans la communauté, parce que la communauté peut être très wide, qui dans la communauté doit être informé seulement, qui doit être aussi consulté, à qui il faut lui demander l'opinion, qui peut évaluer, qui peut exécuter le projet, quand il y a de profit, de ressources qui sortent du projet, qui peut en profiter. Si je viens une fois par mois, je peux en profiter de la même façon que si je viens tous les jours. Et comment on participe? Si la pertinence est ouverte, limitée, comme on disait, la communauté est ouverte, personne ne peut venir ou pas, tout le monde peut venir ou non. S'il y a une organisation informelle, si c'est formel, quel type de forme juridique ça va prendre et comment va être la participation. Et ça, c'est un travail
qu'on peut faire à... On fait ça petite. Est-ce que je ne le vois pas? Si, mais est-ce que je ne vois pas? Attends. Bon, là, est-ce que j'ai pas mes lunettes? Ah, merci. Donc, ça, c'est un modèle qu'on peut travailler pendant 3 heures ou 6 mois. Ou on le peut faire une fois par année, prendre le modèle, repenser. C'est un guide pour analyser un projet. Ça y est. Oui, ça y est. Si, j'ai raconté ça. Et s'il y a des questions, vous pouvez faire des questions, on peut parler. Je peux... C'est ça. Parfait, mais merci beaucoup. Merci pour la présentation. Merci. Pour les gens qui sont en ligne, les gens doivent quitter peut-être. On a encore 8 personnes en ligne. N'hésitez pas à ouvrir votre écran. Je peux prendre les tours de parole, des questions. Il y a des gens aussi dans la salle avec nous. Donc, on va ouvrir la période de discussion. Merci beaucoup, Monica, pour la belle présentation très claire qui fait le tour des communs, des outils mis en place, des différents exemples concrets dans la région de Barcelone, Catalogne et d'autres endroits. Donc, je vais prendre une question dans la salle. J'en ai 2 ou 3 dans la tête, mais je vais attendre. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai des personnes sur place qui j'avais posé des questions. Si c'est des personnes sur place, je vais bouger mon petit écran pour que vous puissiez poser une question de l'autre côté. Donc, 20 minutes au moins. C'est Stéphane, on s'est parlé déjà par je te félicite vraiment, ça t'a beaucoup enrichi aussi tout ça, là, puis ton français est vraiment incroyable, j'en reviens pas. Donc, merci beaucoup pour ça. Puis, j'ai commencé à voir un petit peu dans ma question un ouvrage que tu as parlé un peu brièvement, El Profumo Catala de David Algara. Parce que comme disait Jonathan, la Catalogne pour nous, Barcelone, c'est quand même un pays de lutte. Là, on connaît l'histoire un petit peu là, de Général Campana, puis Francesco Ferrer, tout ce mouvement-là, puis en 1936 aussi. Donc, il y avait tout un mouvement de résistance, de lutte. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qui, on se dit, quand on est là-bas, on se dit, bah, tu sais, c'est pas la même relation avec l'État. Vous avez eu une dictature aussi, donc il y a un mouvement très fort communautaire qui a pu probablement se développer parce qu'on n'a pas la même relation nous autres à l'État, en disant qu'on a un peu plus confiance en l'État que ce que vous pouvez avoir vous. Donc moi, l'idée qui est derrière ça, c'est la langue catalane est importante et dans les concepts que tu nous as présentés, est-ce qu'il y a des, comme on dit en italien, traditore, traduttore, c'est le traducteur et des fois le traître. Est-ce que quand tu as des concepts, par exemple, catalans, que tu as essayé de traduire après, soit en français, soit dans une autre langue, qui en fin de compte, c'est ça, mais c'est pas exactement ça, c'est bien plus précis chez vous, ou qu'il y a des choses qui sont un peu plus spécifiques, en fin de compte, à la Catalogne, à votre histoire, votre côté socio-historique, là, et votre langue, là. Ça fait que c'est peut-être un peu... mais... Est-ce que ici, vous avez une situation très spéciale? Non? Et en français aussi, le fait que le mot commun soit l'administration publique, non? La commune, ça c'est difficile. Les gens disent, est-ce qu'il y a un mot? Oh non, les gens en français disent qu'on utilise le mot anglais, commons, mais c'est pas le mot anglais, c'est le mot qui vient du latin, mais les commons a été pris pour l'État et maintenant quand les langues perdent, mais je suis pas un expert sur ça du tout, mais j'ai pensé à ça. Et par exemple, nous utilisons Procomuns parce que Procomuns, ce n'est pas un mot purement catalan, je pense, pour ce que je sais. Peut-être que je suis trompée, mais
c'est un mot qui vient de l'espagnol et ça veut dire profit en commun. Et c'est pas le ressource. On utilise ça parce que ça nous plaît, parce qu'on ne parle pas d'un ressource, on parle de comment on fait le profit en commun. Et ça, pour nous, c'est intéressant. Et des nuances comme ça, il y en a beaucoup. Et c'est dans la langue. Pour nous, que c'est intéressant aussi, c'est David Algarra fait l'investigation sur les pays catalans, où on parle catalan, mais la langue évolue dans le territoire de la même façon que la façon de faire change dans les territoires. Il y a des façons de faire qui sont la même. Par exemple, une chose intéressante, c'est le feu. Les communs dans les endroits ruraux avant, ceux qui avaient un vote pour participer dans la commune de la ville, de le territoire, c'était ceux qui étaient... le vote, c'était chaque maison qui avait un feu qui fume. Le mot maison, c'est le foyer. Le foyer, c'est le feu. Et si tu as un feu qui fume, tu peux voter dans la commune. Parce que ça, c'est des maisons qui sont habitées, non? Et tout ça, ça vient ça est à Portugal, à Galicia, à Euskadi, en Catalogne, à la Catalogne française. Sûrement, il y a des noms différents à tout ça, mais je pense qu'il y a personne qui... Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a étudié cette évolution. Et aussi dans la langue, on me demande beaucoup ces jours-là, quand je suis ici, la différence entre le catalan et le français, le catalan et l'espagnol. Le catalan est très proche du français, est très proche de l'italien, est très proche du portugais, est très proche de l'espagnol. En portugais, tu dis bon dia, en catalan, tu dis bon dia. L'espagnol est un peu différent parce qu'il y a l'influence de l'arabe. L'arabe est super riche en commun. Il y a des mots qui viennent de là. Je sais, il y a tout un monde pour explorer le concept de la friche. Ça, c'est... Bon, je sais pas, il y a des concepts. Il y a beaucoup de monde ici. Je n'ai pas vu. Il y avait aussi une question, je pense, dans la salle en ligne de Marianne Perrault aussi. Donc, je ne sais pas, Marianne, si tu veux poser ta question, tu peux y aller, puis je vais ouvrir mon écran pour les gens ici. Oui, bonjour Monica. Je me demandais, par rapport au modèle, comment c'était reçu de la part des aspirants commoneurs sur justement dans la région de Barcelone? Comment l'outil a été approprié de leur part? Est-ce qu'ils ont aussi contribué, déjà dans un premier temps, puis ma deuxième question, ce serait peut-être, est-ce que ils ont aussi contribué à le peaufiner davantage? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Ça a été, oui. Ça a été une évolution. C'est pas qu'on est arrivé et on a dit, on a ce modèle, vous allez l'utiliser. C'est qu'on a construit le modèle ensemble. On a construit le modèle ensemble, on est pauvre d'alimentation pour l'ordinateur, je partage, je fais les commandes. Donc, on a créé le modèle en travaillant avec les projets. Et après, par exemple, une situation qui se donnait souvent, c'est que les projets arrivaient, le projet venait, les projets viennent. Il y a beaucoup de projets qui sont en train de se créer ou d'évoluer avec leur accompagnement des techniciens de promotion économique, non, dans les administrations publiques.
Et ils viennent et ils disent, on a travaillé sur ces projets, on porte 12 années en train de travailler sur ça. Et on vient ici à travailler et on porte le travail fait sur le Business Model Canvas. Et maintenant, vous voulez nous faire travailler de nouveau tout dans notre façon. Et c'est non, on ne veut pas vous faire travailler de nouveau, mais on essaye à vous faire repenser ce que vous êtes en train de faire. Et on a vu que parfois, après travailler avec nous, ces projets vont de nouveau à être conseillés par quelqu'un d'autre qui utilise le Business Model Canvas. Et nous ne voulions pas que les gens qui avaient sorti de la mentalité du Business Model Canvas, de compétences, de vendre, de produire, devaient faire le travail de nouveau de cette façon-là. Donc, on a travaillé, et ça c'est dans le manuel, on a travaillé comment le Business Model Canvas se relationne au modèle de soutenabilité des communs. Et comme ça a été utile pour eux pour comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ça s'est passé parce que on a vu le besoin de faire ça avec les travailleurs, après, les personnes qui travaillaient dans les projets. Après, une autre chose que je peux raconter sur ça, c'est des projets qui ont participé dans le premier programme, la première année de programme, qui ont participé beaucoup à la production, à la création, à penser le programme. Ils sont venus, quelques d'eux, ils sont venus les années suivantes, pas seulement dans les événements ouverts, mais aussi à faire des séances, eux. Donc, l'apprentissage, et aussi, parce qu'ils ont été en train de développer leurs projets les années suivantes, ils ont appris plus et ils ont contribué aussi à la création du modèle. Et c'est un modèle vif, il va changer. Il change tout le temps, il est ouvert, vous pouvez le prendre, vous pouvez le modifier, adapter, repenser, et si vous nous le dites, nous serons très contents de le savoir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Moi, peut-être, j'en ai une, mais je pense en ligne, peut-être Mathias Pépin. Donc, allez-y. Merci, Jonathan. Peut-être je coupe ça. Peut-être, Monica, ouais, pour fermer. On va prendre mon son, puis après, on va faire un petit changement. Donc, tu peux y aller. Vas-y, Mathias. Parfait, merci infiniment, Monica. C'était très intéressant. Je suis professeur à l'Université Laval et avec mes collègues, on développe aussi des outils un petit peu alternatifs au Business Model Canvas, justement. Donc, je pense que ce serait intéressant de se parler peut-être plus en profondeur par la suite. Ma question pour tout de suite, c'était, votre modèle s'appelle le modèle de soutenabilité des communs. Donc, je viens peut-être avec ma vision un peu trop monde des affaires, mais pour moi, la soutenabilité, c'est aussi la soutenabilité dans le temps. Et donc, par exemple, la mobilisation des acteurs, sans parler nécessairement de profitabilité ou de choses relatives à l'économie, il y a quand même un aspect, me semble-t-il, de mobilisation des troupes à l'intérieur du commun qui doit être pensé. Je vois un petit peu moins cet aspect-là de soutenabilité dans le temps. Donc, je vois tous les éléments qu'il faut co-organiser autour du projet, mais je vois peut-être moins cet aspect de soutenabilité dans le temps. Est-ce que c'est moi qui comprends mal le Canva ou c'est peut-être un élément qui serait à continuer à travailler? Excuse-moi, désolé. Le Canva que je viens de présenter, c'est une guide pour se penser et se penser au long du temps. Quand nous parlons de soutenabilité, nous pensons aussi, comme tu dis, à la soutenabilité dans le futur, dans le temps. Un projet, c'est soutenable quand les personnes qui travaillent dans le projet travaillent comme un travailleur ou comme un bénévolat ou comme quoi que ce soit, sont soutenables
eux-mêmes. Ils ont ces besoins couverts. Et c'est pour ça qu'on parle de si le travail est salarié, si est salarié, comment il est salarié, quelle forme juridique il a, et les ressources sont plusieurs types de ressources. C'est les objets, mais il y a aussi de ressources monétaires pour payer des salaires si c'est un projet qu'il y a cette partie économique. Parfois, il n'y a pas cette partie. Ça dépend de chaque projet. Il faut le penser et voir quel type de projet on veut faire. On parle de comment, mais on est très conscient qu'on est dans une économie où il y a le marché, le comment et le public. Et on cherche cet équilibre. Et aussi, je pense que la question que vous venez de poser est plus répondue dans le manuel. Quand le manuel est aussi ouvert, public, et, il y a eu une première traduction en français. C'est pas une traduction définitive, c'est un processus de travail et publié sur... est publié, non? Ça, on peut dire ça. C'est publié sur un comment .io et on peut vous partager le lien si vous voulez. Aussi, dans la page de Femplo Commons, c'est Femplo Commons, je vais l'écrire ici, si j'y arrive. Femplocommons.coop. Il y a toute l'information en catalan, espagnol, non, en catalan et anglais. Et il y a toute l'information qu'on peut, et aussi en espagnol. Il y a quelques informations déjà en français. Et vous pouvez m'écrire, je vous partagerai mon mail. Et, on est très intéressé à que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant soit utilisé par des autres et continue à être développé. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Donc, peut-être j'ai une petite question de mon côté. C'est une question, mais qui a été, je pense, en partie répondue, mais sur un peu la différence, puis la continuité entre économie sociale, donc des outils d'accompagnement en économie sociale, avec l'approche des communs. Et je me demande, les gens qui viennent de l'économie sociale, qui arrivent avec l'approche des communs, qu'est-ce qu'ils trouvent de différent ou qu'est-ce qu'ils vont chercher dans le modèle de soutenabilité des communs ou dans votre vision de ce que vous développez, qui ne se retrouvait pas dans l'économie sociale traditionnelle, où je me demande si c'est à peu près la même chose ou s'il y a des différences entre les deux. Parce qu'au Québec, par exemple, l'économie sociale existe, il y a plein d'organisations, il y a une loi sur l'économie sociale, il y a des règles, il y a plein de choses, mais les communs, c'est comme un peu une nouvelle approche. Les gens de l'économie sociale qui veut dire, hey, nous, on fait des communs aussi, ils veulent se l'approprier, mais ils voient ça comme quelque chose de très proche, mais de différent un peu. Donc, je me demande comment, dans le côté de la Catalogne, économie sociale solidaire, commun, ça se croise, mais je me demande c'est quoi les différences ou peut-être les frictions, tensions, différences entre les deux approches. Donc, c'est une grande question. Je pense qu'en Catalogne, on est aussi en train de travailler ça. C'est pas qu'on l'a tout clair là. Et il y avait pas seulement des différences, parfois il y avait un peu de clash, de friction entre les deux visions, mais il y a beaucoup d'intérêt de personnes, des projets, des gens qui travaillent dans l'économie sociale ou qui bougent dans l'économie sociale, qui a un intérêt au commun, dans le sens que les gens ont un intérêt à le travail en communauté, à autogérer, auto-organiser. Et on ne sait pas comment trouver un cash. Et ça, c'est ce qu'on travaille, nous, cette façon de trouver cette connexion entre les communs et l'économie sociale. La différence basique, je pense, c'est l'économie, c'est un échange
Et le comment, c'est un partage. Et on peut échanger et partager en même temps. C'est pas qu'il faut qu'il y ait une façon de fonctionner. On cherche que tous les trois, parce que l'administration fait partie de ça. Ça va pas se passer si on ne transforme pas l'administration et on ne récupère pas l'administration publique. De deux côtés, l'administration publique doit être à notre service et nous devons être au service de l'administration publique. C'est les comment porte à la responsabilité. Et ça, c'est aussi un élément difficile. Tu es dans un projet en commun, un projet qui veut être des communs. Et quand tu dis, bon, mais si on va faire que cet espace soit en commun, on doit être responsable que l'espace soit propre, que ça fonctionne bien, que les gens puissent entrer. Et parfois, on dit, ça, c'est l'administration publique qui va nettoyer, non? Non, c'est notre espace et nous devons être responsables de le soigner, non? De prendre un soin. Ça, pour moi, la différence, c'est ça. Est-ce qu'il y a encore des questions? J'en ai peut-être une, deux, peut-être très courtes, mais je ne sais pas si... non, ça va. Deux questions. Est-ce que le jeu des communs est disponible en français ou on peut le trouver en ligne ou on peut le traduire? J'aimerais ça. J'aime beaucoup les jeux de société personnellement. Puis donc, je pourrais l'essayer dans nos cours, dans le cadre des programmes d'école d'innovation sociale, à l'atelier social Maurice Bélanger aussi d'innovation. On a des jeux, des soirées de jeux de société, donc on pourrait peut-être l'essayer. Je ne sais pas s'il est disponible. Il est disponible, Ah oui? Il est en français, il a été traduit et il est dans la page web. Vous pouvez le télécharger et imprimer et le jouer. Et si vous voulez qu'on fasse un jour un jeu online, on peut l'essayer. Parfait, super. Et puis, j'ai peut-être une dernière question de mon côté. Avec le programme de la Comunificadora, donc j'avais eu la chance d'aller du côté de Barcelone en 2018. Puis c'est là, je pense qu'on s'était rencontrés pour la première fois avec une petite équipe. Le programme a duré 5 ans. À la fin, le programme s'est terminé. Est-ce que c'est en raison de la décision de l'administration publique au niveau du financement? Est-ce que c'est parce qu'il y avait moins d'intérêt? Ou est-ce qu'il y avait la volonté de poursuivre, d'accompagner d'autres entrepreneurs dans le monde du numérique et des communs? Ou je me demande pourquoi le programme n'existe plus? Ça a été plusieurs raisons. Ce n'est pas une seule raison. D'un côté, on voulait communifier le programme et le faire soutenable, pas dépendant de l'administration publique. Et pour faire ça, il fallait des ressources pour travailler sur les accords avec des autres organisations. Et nous, à Femple Commons, dans ces moments-là, on avait des autres projets qui avaient le besoin de notre care, de notre temps. Aussi, on a vu qu'il y avait un peu, il fallait repenser bien le programme parce qu'après 5 ans, on avait accompagné beaucoup de projets et on avait un peu de projectitis. Il y avait trop de projectitis, c'est une maladie, donc il y a trop de projets là. Et on pensait que peut-être il ne faut pas qu'il y ait autant de projets, mais des projets plus bien pensés. Et ça, ce n'était pas à nous de repenser le projet à ce moment-là. Aussi, le département de la mairie qui faisait ça, ils ont dit qu'ils ont commencé à introduire des éléments de commun dans tous les programmes de raccompagnement des projets. Il y a eu différentes raisons et ce n'est pas fini. Ça évolue dans des autres milieux. Le projet qu'on a fait l'année dernière de raccompagnement des projets et de travail avec des projets partout en Catalogne, ça a été financé pour le gouvernement catalan. Ce n'est pas la mairie, maintenant c'est à notre niveau. Et on continue à travailler
avec ça de notre façon. Peut-être qu'un jour, on se repense comment faire la comunicadora de notre façon, mais comme nous sommes innovateurs et nous sommes curieux, on a pensé que c'était un moment de faire des autres choses et peut-être de faire ça dans un autre environnement. Super. Mais merci beaucoup. Je pense, Monica, merci. Je ne vois pas d'autres questions ici, mais merci encore une fois. On vous applaudit à nouveau pour la présentation. Merci pour les gens en ligne qui ont été présents jusqu'à la fin aussi. On était un peu plus nombreux au début de la rencontre. Je vous mets dans le chat des liens dans la conversation pour deux choses qui s'en viennent. D'une part, à Montréal, pour les gens qui sont dans la région de Montréal, il y a un cours qui se donne dans le cadre de UPOP Montréal qui se donne à tous les jeudis soirs au Café des Juliette. UPOP Montréal, c'est comme une forme de commun d'apprentissage, une école libre gratuite, donc un cours qui va être donné ce jeudi par Marianne Perrault qui est en ligne. Donc, vous avez la chance de la revoir pour ceux qui vont être présents là-bas. Et il y a aussi un grand événement organisé qui commence ce jeudi jusqu'à dimanche prochain qui s'appelle la Grande Transition, qui est un événement à la fois académique, militant, des gens qui sont impliqués dans des projets qui pensent l'après-capitalisme, comment transformer la société par les communs, par la justice sociale, et ainsi de suite. Et il va y avoir une petite conférence dans laquelle on va encore entendre Monica, si vous êtes présent. Moi, je vais présenter sur les expériences du Chili. Une autre personne va présenter sur l'expérience de Mexico. Il va y avoir 5 présentations en tout dans le cadre d'un panel organisé par un groupe de recherche que j'ai mis en place qui s'appelle le CRITIC. Donc, le collectif de recherche sur les initiatives, transformation et institutions des communs. Donc, on est de plus en plus nombreux. Donc, on vous fait suivre ça si jamais vous êtes à Montréal, mais sinon, on va avoir d'autres activités en ligne qu'on va faire aussi par la suite. Donc, merci beaucoup, Monica, d'avoir été présente avec nous aujourd'hui. Et je vais arrêter l'enregistrement, puis je dis au revoir à tout le monde qui sont dans la salle en ligne. Au revoir tout le monde. Merci.